Un adolescent appelle les secours au milieu de la nuit. Il explique qu'il était en train de rêver quand soudain, il a réalisé qu'il était en train de poignarder sa sœur jumelle. Mais s'agit-il d'une crise de somnambulisme qui a mal tourné ou la réalité est-elle beaucoup plus sombre ? Je vais vous raconter son histoire. Mais avant, je vous présente Oli, la boisson qui va améliorer votre quotidien. Oli, c'est une alternative plus saine et plus cool au soda. Perso, je sais que je suis accro au soda caféiné. Ça fait longtemps que je cherche une solution qui soit plus saine et j'ai trouvé ce qu'il me fallait avec Oli. Les boissons Oli se présentent sous la forme d'une poudre que vous venez verser dans votre shaker avec une grande quantité d'eau. Moi, j'aime bien rajouter des glaçons ensuite pour que ce soit plus rafraîchissant. On secoue. Et c'est prêt, rien de plus facile. Oli propose 4 types de boissons. Vous avez la gamme énergie pour un coup de boost longue durée, les délicieux iced tea fruités sans sucre, la gamme hydratation à base d'eau de coco et de baie de goji, et enfin les milkshakes gourmands et crémeux à mélanger au lait de votre choix. Mon petit chouchou personnellement c'est celui-ci, le iced tea framboise, hibiscus et vanille. Mais si vous ne connaissez pas encore Oli, je vous conseille de prendre un pack découverte, comme ça vous allez avoir des petites boîtes comme ça avec plein de saveurs différentes à découvrir. Et pour ceux qui comme moi sont des grands fans de Halloween, vous allez être contents puisqu'il y a une collection Halloween qui sort avec une nouvelle saveur, la tangerine tarantula. Il y aura également des shakers en édition limitée et des goodies qui brillent dans le noir. Si vous voulez commander, ça tombe bien, j'ai 2 codes promo pour vous. Pour ceux qui découvrent Oli, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code JESCRIM5. Et pour ceux qui connaissent déjà Oli mais qui veulent passer une nouvelle commande, vous aurez 10% de réduction avec mon code JESCRIM. Vous pouvez aussi passer par le lien que je vous mets en description et en commentaire épinglé, comme ça la réduction s'applique directement. Hello, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un peu particulière, donc on va faire quelque chose qui change un peu. Vous allez imaginer que vous êtes juré lors du procès et vous allez me dire quelle est votre intime conviction. Selon vous, l'accusé est-il coupable ou innocent ? C'est une affaire résolue, je précise quand même, le procès a eu lieu, il y a eu une décision de justice, vous allez voir, mais c'est une histoire qui malgré tout continue de diviser. Moi-même, je ne sais pas quoi penser, c'est très compliqué, donc je vais essayer de rester la plus neutre possible pour ne pas vous influencer, parce que je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir si vous aussi êtes aussi perplexe que moi, ou si certains d'entre vous ont une opinion très tranchée. Tout commence par la naissance de jumeaux, un garçon et une fille, en 2004. Ils s'appellent Benjamin et Megan Elliott. Ils ont une grande sœur qui s'appelle Elizabeth et ils vivent dans une grande maison de la banlieue de Houston, au Texas, aux États-Unis, avec leurs parents, Katie et Michael. C'est une famille très soudée, dont les membres s'aiment très fort les uns les autres. Il n'y a pas de problème de famille ou quoi que ce soit, vraiment une famille plutôt saine. Et la maman, Katie, est une femme tellement gentille qui adore aider son prochain qu'elle a décidé de faire carrière dans l'associatif. Elle est directrice adjointe de l'association Girl Scouts of America et comme son nom l'indique, c'est une association de scouts féminins. Les petites filles de l'association sont encouragées à être elles-mêmes et à faire le bien autour d'elles en mettant en place des projets qui leur tiennent à cœur. Le papa, Michael, est père au foyer et même si ses 3 enfants s'aiment très fort, sont intelligents, bien élevés et ont des passions, il rencontre quand même des obstacles au quotidien puisque ses jumeaux, Benjamin et Megan, ont été diagnostiqués autistes. Alors c'est plus léger chez Benjamin qui n'a aucun mal à s'intégrer en société, il a des amis, il a un grand sens de l'humour, il a du caractère. Par contre, c'est plus sévère chez Megan qui souffre énormément de la situation puisqu'elle a beaucoup de mal à se faire des amis. C'est quelqu'un de très renfermé et le fait de ne pas se sentir bien au sein de la société l'a fait carrément tomber en dépression. Et elle a même tenté une fois de mettre fin à ses jours. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son frère Benjamin qui est toujours là pour veiller sur elle et pour la rassurer. Admettons qu'il soit à une fête ou quelque chose et qu'il y a beaucoup de monde, eh bien Megan va avoir tendance à s'isoler et à rester dans son coin parce que ça la stresse énormément. Mais du coup, Benjamin va tout de suite se précipiter à ses côtés pour la rassurer et l'inviter à revenir parmi les gens pour pouvoir justement avoir des interactions sociales. Megan admire beaucoup son frère jumeau et ils se considèrent
tous les deux comme des meilleurs amis. En plus du soutien de Benjamin, Meghan peut également compter sur l'art pour exprimer ses émotions. Elle aime plusieurs arts, elle fait de la photographie, elle voit de la beauté dans chaque chose dehors, elle n'a aucun mal à voir le monde avec un œil particulier. Des choses qui passeraient inaperçues pour la plupart des gens, Meghan va les remarquer. C'est également quelqu'un qui adore dessiner. Et aussi et surtout, elle adore la poésie. Elle écrit des poèmes et la plupart de ses poèmes parlent justement de son autisme, du fait qu'elle a du mal à trouver sa place dans ce monde. Benjamin, lui, a un esprit plus scientifique que créatif. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a un côté très nerd, il adore jouer aux jeux vidéo, il est doué à l'école, et les seules disputes qu'il a avec sa sœur Meghan sont causées par son caractère, car Benjamin a tendance à être un monsieur je sais tout, ce qui agace beaucoup Meghan. Bon, je parle de disputes, mais ce sont plutôt des taquineries, hein. Ils vont un petit peu se chamailler, se lancer des piques, mais rien de bien grave, hein. Ce ne sont pas des personnes violentes. Benjamin comme Meghan sont des adolescents très doux, très calmes, pas du tout du genre à crier ou à être violents l'un envers l'autre. Notre affaire débute le mardi 28 septembre 2021. Ce jour-là, il n'y a pas de cours, donc les jumeaux sont à la maison. Elisabeth, elle, est étudiante et elle est partie vivre en Géorgie, donc elle ne vit plus à la maison, mais il y a donc Benjamin, Meghan et leurs parents, Katie et Michael, qui sont présents. Et vu qu'il n'y a pas cours, ils ont décidé de passer une petite journée cocooning à traîner à la maison. Benjamin et son père se lèvent tard, ils font la grasse matinée. Pendant ce temps, les femmes, Meghan et sa maman, décident de se lever très tôt. C'était dans leurs habitudes de se lever tôt. Elles vont chercher des plats à emporter pour le déjeuner et ensuite elles se calent devant la télé. Elles regardent une émission de cuisine, puisque Meghan adore les émissions de cuisine, surtout quand ce sont des enfants qui cuisinent. Donc elle est vraiment très contente de passer ce petit moment avec sa maman devant la télé. Quant aux garçons, Benjamin et Michael, une fois qu'ils sont enfin réveillés, ils décident de passer la journée à jouer aux jeux vidéo ensemble et ils jouent plus particulièrement à un jeu d'apocalypse zombie qui s'appelle Survive the Night, un jeu dans lequel vous incarnez un survivant qui doit s'en sortir dans ce monde hostile, donc soit en jouant en équipe, en essayant de construire un camp et de se protéger, soit pour les plus téméraires en se baladant dans la nature au risque de croiser des zombies. Au cours de leur partie, Benjamin remarque que le couteau avec lequel il est en train de jouer dans le jeu ressemble à un couteau que son père possède en vrai. Donc il le fait remarquer à son père et Michael, qui trouve la coïncidence plutôt amusante, décide d'offrir ce fameux couteau à son fils. Benjamin est hyper content, c'est un couteau de survie militaire qu'il trouve vraiment joli, vraiment stylé. Donc il se précipite pour le mettre dans sa chambre à côté de son lit. Je précise, c'est important pour l'histoire, que la famille possède beaucoup de couteaux parce qu'ils sont adeptes de camping en pleine nature, pas de camping dans un camping avec tout à disposition, non vraiment de camping en mode survie. Je vous rappelle que la maman est directrice adjointe des scouts. Donc forcément, qui dit scout dit survie, nature, fabrication de cabanes, etc. Donc la famille est vraiment dans ce délire-là. Du coup, ils ont pas mal de couteaux, d'outils, de matériel de camping, etc. Ce ne sont pas des personnes violentes, ils n'ont pas des couteaux comme beaucoup d'Américains pour se défendre des agresseurs ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment plus des couteaux de survie pour camper. Ce soir-là, la famille se couche assez tard. Mais une fois que tout le monde dort déjà à point fermé, Benjamin, lui, peine toujours à trouver le sommeil et il traîne sur son téléphone en attendant que la fatigue pointe le bout de son nez. Benjamin, malgré son jeune âge, il n'a que 17 ans au moment des faits, a beaucoup de problèmes avec le sommeil. C'est assez peu courant, c'est plutôt des problèmes qui vont concerner des personnes beaucoup plus âgées. Benjamin fait notamment de l'apnée du sommeil. Il a du mal à s'endormir et il a également du mal à se réveiller. Donc le matin, il doit programmer plusieurs alarmes parce que s'il en met une seule, ça ne va pas suffire. Il a besoin de plusieurs alarmes. Et le lendemain matin, il a cours. Donc il doit se réveiller à 5h30 du matin. Et là, il est en train de se dire « mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à m'endormir » puisqu'il voit que les heures passent et son réveil doit sonner à 5h30. Donc c'est très tôt. Benjamin avait programmé son réveil dans l'après-midi. Mais à 4h02 du matin, il le désactive. À 4h06, il débranche son téléphone qui était en train de charger. À 4h08,
téléphone à la main, il fait 18 pas. À 4h17, le téléphone est verrouillé. Benjamin ne l'utilise plus. Et il est déverrouillé à nouveau à 4h41 quand Benjamin appelle le 911. Il explique alors à l'opérateur qu'il vient de tuer sa sœur jumelle, Megan. Je vous laisse écouter un extrait de cet appel. I just killed my sister. Oh my God. Tell me what your name is? Benjamin Elliott. Okay, tell me exactly what happened. I thought it was a dream. I took my knife. I stabbed her. Please, I don't want her to die. I'm so sorry. How old is she? 17. We're twins. Is she awake? Yes. She's like barely alive. Is there anyone else there in the house with you? There is. It's my parents, but they're asleep. Okay, I need you to go wake them up. Mom! Dad! We're gonna have to start CPR right now. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Keep pumping her chest just like that, okay? What's going on? I can't think. I'm so sorry. You what? Okay, slow down a little bit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pendant que Benjamin est au téléphone avec l'opérateur, ça réveille son père, Michael. Ce n'est pas la voix de Benjamin qui réveille son père, c'est la voix de l'opérateur, puisque Benjamin a mis le téléphone en haut-parleur pour faire un massage cardiaque à sa sœur. Donc, Michael se lève, il se dirige vers la porte de la chambre de Megan, puisqu'il voit qu'il y a un ray de lumière sous la porte. Et quand il ouvre la porte, c'est l'horreur. Il découvre son fils en train de faire un massage cardiaque à sa fille. Il regarde le visage de Megan et il voit que sa peau est comme grise. Elle a l'air vraiment très mal en point. Il est en panique totale, il pense d'abord à aider son fils, puis il se dit que le mieux serait plutôt d'aller chercher Katie, sa femme, qui pour le coup a une formation en premier secours, donc elle saura mieux que lui quoi faire. Mais alors qu'il se dirige vers la chambre parentale pour réveiller Katie, la police arrive. La police est arrivée 10 minutes seulement après l'appel au 911, donc très rapidement. Du coup, Katie, elle, est réveillée par les policiers. Elle entend la police parler fort dans sa maison, donc elle se lève. Et là, imaginez un peu l'horreur. Les parents ne comprennent rien. Tout ce que la police leur dit, c'est que leur fils a poignardé leur fille. Il n'y a absolument aucune raison que ça se produise. Comme je vous l'ai dit, Benjamin et Megan s'entendent très bien, donc ils sont complètement perdus, ils ne comprennent pas. Il est 4-5 heures du matin, c'est le milieu de la nuit, ils sont tirés de leur sommeil par cette information, et la police les met tout de suite à l'écart. Il leur ordonne de rester d'abord dans une petite pièce, puis ensuite carrément dehors, et comme il pleut, ils vont dans leur voiture, et ils restent enfermés comme ça dans leur voiture pendant des heures, sans aucune info. Puisque les policiers prennent en charge Benjamin, ils refusent que Benjamin ait des contacts avec qui que ce soit, et ils refusent également de donner des informations sur l'état de santé de Megan à ses parents. Donc ils restent comme ça, dans le flou total. Du coup, ils prennent une décision qui leur sera reprochée un petit peu ensuite, c'est qu'ils appellent un ami à eux qui est avocat, en lui expliquant la situation et en lui demandant de les aider. Cet ami avocat habite à 45 minutes de route, mais il se met tout de suite derrière le volant et il fonce en direction de la maison. Et en cours de route, il appelle la police, qui est présente sur place, pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de fouiller la maison sans mandat. Une fois arrivé, il se renseigne sur la situation auprès des policiers et c'est lui qui informe Katie et Michael de ce qu'il vient de se produire. Leur fille, Megan, est morte et elle a été tuée par leur fils. Megan a été poignardée 2 fois au niveau du cou. La lame du couteau a sectionné sa jugulaire et sa carotide. C'est une blessure très grave, très sanglante, qui ne lui laissait quasiment aucune chance de survie puisque la mort survient au bout de quelques minutes seulement avec ce type de blessure. Megan n'avait que 17 ans. Une toute jeune fille, une adolescente. Elle n'avait même pas encore terminé le lycée. C'est une jeune fille qui commençait tout juste à sortir de sa carapace, à devenir elle-même, à s'affirmer. Elle s'était fait des amis en ligne avec lesquels elle était beaucoup plus à l'aise qu'avec ses camarades du lycée.
Elle prévoyait d'aller dans une université différente de celle de son frère, elle prenait son envol. Mais malheureusement, avant qu'elle ait pu devenir une adulte, heureuse, épanouie, libre, elle a été assassinée, tuée par son meilleur ami, son pilier, son confident, son frère jumeau. Quand les policiers sont arrivés, Benjamin était en train de faire un massage cardiaque à sa sœur, et étant donné qu'il faisait ça très bien, très efficacement, ils ont décidé de ne pas perturber ce massage et ils ont laissé Benjamin continuer. Ils avaient peur qu'en l'interrompant et en prenant le relais, ça soit néfaste pour Megan. Et il a donc continué son massage jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale et à l'arrivée des médecins. Par contre, ils lui ont dit « on prend le relais ». Mais ils ont compris tout de suite qu'il allait être quasiment impossible de sauver Megan puisque Megan avait déjà la peau froide. Elle avait la peau d'une pâleur extrême et le sang qui avait coulé de ses plaies, avait déjà commencé à coaguler. Benjamin est emmené par la police et il croise son père sur le passage entre la chambre et la voiture de police. Son père lui demande qu'est-ce qui s'est passé, en panique totale, et Benjamin lui répond « J'étais en train de rêver ». Ensuite, le policier, une fois dehors avec Benjamin, explique à Benjamin qu'il compte le traiter avec beaucoup de respect et qu'il attend la même chose de sa part. Ce à quoi Benjamin répond « Je ne mérite pas de respect. Je viens de tuer ma sœur ». Il est ensuite interrogé par la police et son interrogatoire fait beaucoup de débat. Donc on va en parler tout de suite, mais je reprécise pour le contexte que c'est un adolescent de 17 ans, qu'il est autiste, et information importante également, il n'était pas accompagné d'un avocat. Donc il a passé tout son interrogatoire seul avec les policiers. Ce qui a choqué le public et les policiers, c'est le calme, la froideur et le détachement dont semble faire preuve Benjamin. Il a été interrogé des années plus tard par des journalistes à ce sujet et il a expliqué qu'il était un peu dans le déni, qu'il n'avait pas envie de penser à ce qui venait de se passer tellement ça lui faisait mal, tellement c'était dur pour lui. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il s'en fiche de la situation puisqu'en fait, il essaie de changer de sujet, etc. Mais c'est qu'en fait, dès que les policiers lui reparlent de ce qui vient de se passer, il se sent mal. Donc il essaye au maximum de ne pas y penser et de se concentrer sur des sujets de conversation plus léger. Vrai ou faux, à vous d'en juger. De toute façon, je vais vous passer les extraits de l'interrogatoire qui font débat et vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Est-ce que selon vous, c'est effectivement choquant et anormal ou est-ce que vous pensez que ça ne prouve absolument pas la culpabilité de Benjamin? À vous de voir. So you go to sleep. What's the next thing you remember? The next thing I remember is like the feeling of stabbing something. Benjamin répète ce qu'il a déjà dit au 911 et aux policiers qui sont arrivés dans sa maison, ainsi qu'à son père. Il était en train de rêver au moment où il a tué sa sœur. Il n'était pas conscient de ce qu'il faisait et il a été réveillé par la sensation de poignarder quelque chose et un bruit de gargouillis qui émanait du corps de sa sœur. On parlera plus en détail de cette explication qu'il donne par la suite, puisque ça va être sa ligne de défense tout au long du procès, mais je vous passe déjà cet extrait, puisque comme ça vous permet de voir que ça a été son explication dès le début. Il n'a jamais changé de version, il a toujours dit qu'il était en train de rêver et qu'il était endormi au moment du crime. I'm thinking about mechanical engineering. I'm taking the SAT, I think, Saturday. Ici, Benjamin parle de son avenir. C'est une séquence qui a beaucoup choqué puisque Benjamin a l'air complètement détaché. Il parle de passer son SAT dans la semaine. Le SAT, c'est un certificat de compétences qui est souvent demandé lors de l'inscription à l'université et il est même en train de dire « Oh, je vais le passer vendredi ou samedi », comme si sa semaine allait se dérouler de manière totalement normale. Il ne prend pas du tout en considération ce qui vient de se passer. Il devrait plutôt être en train de se soucier de sa sœur et n'en avoir rien à faire de son avenir et de ses diplômes. Normalement, dans ce genre de situation, ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe, mais je précise quand même qu'à ce stade, Benjamin, lui, n'est pas au courant que sa sœur est morte. Ses parents ont été mis au courant par l'avocat, mais lui, quand il a demandé aux policiers comment se sentait sa sœur, les policiers lui ont répondu que les médecins étaient encore en train de s'occuper d'elle, sous-entendant donc qu'elle était toujours en vie. Bon, il a quand même vu, puisque c'est lui qui a fait le massage cardiaque, que sa sœur était au minimum dans un état extrêmement grave, voire déjà décédée.
Mais bon, il ne sait pas qu'elle est morte. Ils ont attendu 2 heures d'interrogatoire pour le lui annoncer. C'est quelque chose que les policiers font souvent, comme ça ils voient la réaction de la personne. Et ça permet également qu'au début de l'interrogatoire, le suspect soit beaucoup plus détendu puisqu'il n'est pas encore, selon lui, accusé de meurtre. And let me ask you, the knife that you had in your hands, where'd you get it from? From my dad. He had given it to me that day. It was like a Air Force survival knife. I was really enamored with it. Je rappelle que le couteau en question est l'arme du crime. Donc là encore, un extrait qui a beaucoup choqué, puisque c'est quand même une façon très particulière déjà de parler d'un couteau tout court, mais en plus d'un couteau qu'on vient de planter dans le cou de sa sœur jumelle. Maintenant, je vous passe la vidéo du moment où les policiers annoncent à Benjamin que sa sœur est morte, que malheureusement elle n'a pas survécu à l'attaque, et vous allez voir que là encore, la réaction de Benjamin est très spéciale. I'm sorry to be the bearer of bad news. Megan did not make it. Il y a encore d'autres choses qui ont été révélées lors de cet interrogatoire, notamment le fait que quand le policier demande à Benjamin où se trouve son téléphone, au lieu de répondre « chez moi » ou « dans la chambre de ma sœur », il répond « sur la scène de crime ». C'est un choix de mots un peu particulier. D'ailleurs, il y a pas mal de fois où, comme ça, le choix des mots est spécial, comme quand il dit « j'ai tué ma sœur ». Il ne dit pas « j'ai poignardé ma sœur ». Sans faire exprès, j'étais en train de rêver, il dit « j'ai tué ma sœur ». Ce sont des mots quand même assez forts. Il y a également des incohérences dans son récit. Il dit notamment qu'il s'est couché entre 2h30 et 3h30 du matin. Or, l'analyse de son téléphone prouve qu'il est resté réveillé jusqu'à 4h17 minimum puisqu'il était actif sur son téléphone. Et puis, il dit avoir poignardé Megan une seule fois alors que l'autopsie a révélé 2 plaies. Benjamin est libéré sous caution en attendant son procès, donc il retourne vivre avec ses parents qui ont décidé d'être hébergés par des proches puisqu'ils ne se voyaient pas retourner vivre dans la maison où leur fille avait été tuée. Ils étaient vraiment complètement choqués. Et Benjamin, selon ses parents, a été extrêmement affecté par la mort de sa sœur. Il était hyper mal. Ils ont dû longuement le rassurer, lui faire des câlins, lui dire « on t'aime toujours, t'inquiète pas », puisque Benjamin était hyper renfermé. À chaque fois qu'il lui posait une question, il répondait juste par des monosyllabes ou par oui ou non. Il faisait plus de phrases, il était plus lui-même, il était plus le Benjamin drôle et bavard qu'il connaissait. Donc ils étaient très inquiets pour lui. Finalement, il a réussi à s'ouvrir à nouveau, mais il passait son temps à pleurer, écroulé au sol, tellement il était mal d'avoir perdu sa sœur et mal aussi pour ce qu'il avait fait, plein de remords. Et à chaque fois qu'il passait devant une photo de Megan accrochée sur les murs de la maison, il lui envoyait un bisou et il lui disait « Je t'aime Megan, je suis désolée ». Au départ, Katie et Michael se demandent si leur fils n'est pas atteint d'une grave maladie mentale, qu'il aurait finalement agi en état de psychose. Le papa de Katie étant schizophrène, on sait que les maladies mentales sont souvent héréditaires, donc elle se demande si son fils n'a pas hérité de la schizophrénie de son père et elle serait en train de se révéler en lui. Mais du coup, Benjamin est envoyé voir une psychiatre et cette psychiatre répond que Benjamin va très bien, mentalement parlant, il n'a aucune maladie, son esprit est totalement sain. Donc cette théorie est écartée. Et la seconde théorie, c'est celle du somnambulisme, finalement, comme Benjamin le disait depuis le début, peut-être qu'effectivement, il était endormi. Sa famille, de toute façon, ne croit pas qu'il ait commis ce meurtre volontairement. Ça paraît invraisemblable pour eux, puisque Benjamin adorait sa sœur, donc quelle raison aurait-il de vouloir la tuer ? Aucune. En plus de ça, Benjamin n'est pas du tout quelqu'un de sombre ou de violent, ce n'est vraiment pas dans sa personnalité, en tout cas selon ses proches. Donc ce que font ces avocats, c'est qu'ils décident de faire appel à un neurologue spécialiste du sommeil afin qu'il étudie le cas de Benjamin. Le médecin fait dormir Benjamin plusieurs fois dans ses locaux avec des capteurs et il remarque plusieurs choses lors du sommeil de Benjamin. Il remarque notamment qu'il fait de l'apnée du sommeil, je vous en avais déjà parlé. Ce neurologue valide donc ce fait, il fait de l'apnée. Et quand on fait une crise de somnambulisme, il faut qu'elle ait été déclenchée par quelque chose au cours du sommeil. Or, l'apnée du sommeil peut déclencher des crises de somnambulisme chez les personnes qui sont déjà sujettes au somnambulisme. Donc, jusque-là, il dit
En tout cas, voilà, moi, Benjamin, je pense qu'il peut être somnambule. Je ne remets pas ça en cause. Pour autant, il n'a pas eu de crise de somnambulisme au cours de l'étude, mais ça, bon, les crises de somnambulisme, c'est pas forcément toutes les nuits, donc ça ne veut rien dire. Il découvre également que Benjamin, fait plutôt inhabituel, s'endort très rapidement et passe également très rapidement en phase de sommeil profond. Or, il faut être dans cette phase pour que le somnambulisme soit possible. Mais généralement, ça met assez longtemps à passer dans cette phase, au minimum 30 minutes. Or, dans le cas de Benjamin, en quelques minutes seulement, il est en sommeil profond. Et c'est très important puisque je vous rappelle que selon l'analyse du téléphone de Benjamin, il aurait poignardé sa sœur 24 minutes maximum, grand maximum, après s'être endormi. Puisque son téléphone est désactivé, éteint, enfin en tout cas l'écran est éteint à 4h17 et à 4h41, Benjamin est au téléphone avec le 911. Donc il aurait fallu qu'en 24 minutes maximum, Benjamin ait pu s'endormir, passer en phase de sommeil profond, se rendre dans la chambre de sa sœur et la poignarder. Eh bien, ce neurologue dit que c'est possible dans le cas de Benjamin. Je rappelle qu'il s'agit d'un neurologue spécialiste du sommeil, donc c'est quand même quelqu'un qui connaît son sujet et lui est intimement persuadé que Benjamin est innocent. Il explique que toutes les conditions étaient réunies ce soir-là pour que Benjamin fasse effectivement une crise de somnambulisme. Il a passé la journée à jouer à des jeux violents, donc il a pu ensuite faire un rêve violent. Il était couché juste à côté d'un couteau, donc il a totalement pu, dans sa crise, attraper le couteau, se rendre dans la chambre de sa sœur et la poignarder. Il affirme que oui, un somnambule peut être violent, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais il y a eu des cas documentés, ça peut arriver. C'est sur cette base que s'organise la défense de Benjamin pour son procès qui débute le 18 février 2025. Il faut savoir qu'avant le procès, un deal a été proposé à Benjamin, la possibilité d'accepter une peine de prison de 30 ans et en échange, il doit plaider coupable. Benjamin refuse, sachant qu'il risque quand même jusqu'à 99 ans de prison. Mais selon lui, il peut obtenir l'acquittement, il se dit innocent, donc ça ne l'intéresse pas du tout d'accepter ce deal. Lors de ce procès, on a d'un côté les avocats de Benjamin qui racontent que Benjamin dormait, qu'il était somnambule, qu'il a tué sa sœur, sa meilleure amie Megan, contre son gré. Et de l'autre côté, on a les avocats de l'accusation qui sont plutôt agressifs, déterminés à faire condamner Benjamin et qui disent qu'il a tué sa sœur volontairement pour une raison obscure. Benjamin et ses proches mentent, il y a des choses qu'ils ne disent pas, il manque des éléments dans cette affaire, mais en tout cas ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le mobile qu'il n'y en a pas, c'est simplement que personne n'a voulu en parler chez les Elliott. Je vais vous exposer les arguments des uns et des autres pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et avoir vraiment tous les éléments à votre disposition. Et on va commencer par cette histoire de complot familial, puisque l'accusation est persuadée que les parents de Megan et Benjamin veulent protéger leur fils à tout prix et ne font que mentir en prétendant que tout allait bien entre les jumeaux, alors qu'en fait il y avait probablement des problèmes. Ils disent qu'on ne sait pas ce qu'il se passe chez les gens, ce qui est vrai, et que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le mobile qu'il est inexistant. D'ailleurs, Megan était en dépression, elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Selon l'accusation, c'est une preuve qu'elle rencontrait probablement des problèmes familiaux. Ils trouvent étrange que Katie et Michael aient tout de suite fait appel à un avocat. Selon eux, c'est la preuve qu'ils savaient que leur fils avait fait quelque chose de mal et ils voulaient le défendre à tout prix, malgré le fait que leur fille était décédée, que c'était elle la victime. Ils se sont tout de suite rangés du côté de Benjamin et par conséquent, leur témoignage n'est pas crédible. La défense répond à ça que la famille a volontairement remis tous ces appareils électroniques à la police afin qu'ils soient analysés et que leur analyse n'a rien révélé de tout ça. Pas de secrets familiaux, pas de disputes entre Benjamin et Megan, tout allait très bien et c'est également l'avis des proches de la famille qui disent tous que tout allait bien dans cette famille et que Benjamin est un garçon gentil, aimant et serviable qui adorait sa sœur jumelle. C'est le genre de garçon qui tenait le parapluie à Megan pour qu'elle reste bien au sec pendant les averses et qui aide les petites mamies à traverser la route. On est très loin du psychopathe sanguinaire. La défense reproche à l'accusation d'avoir préparé un dossier à charge au lieu d'avoir essayé de découvrir la vérité.
Il leur reproche carrément de ne pas être pour la justice, mais d'être pour la condamnation de Benjamin, puisqu'ils n'ont pas cherché à parler à Benjamin et à ses proches. Ils ne leur ont jamais adressé la parole. Ils n'ont pas demandé à ce que Benjamin passe devant des experts. Bref, l'enquête, selon la défense, a été bâclée et ils disent juste ce qu'ils veulent sans que ce soit fondé. La réponse de l'accusation est simple, Benjamin est un menteur, il a menti à plusieurs reprises, donc quel intérêt de lui parler ou de l'envoyer chez le psy, sachant qu'il va encore mentir. D'ailleurs, en parlant de psy, l'expert qui a été choisi par l'accusation pour parler du prétendu somnambulisme de Benjamin est un psychologue. C'est un choix que j'ai trouvé un peu particulier puisqu'en face on a quand même un neurologue spécialiste du sommeil. Un psychologue, c'est un beau métier, un psychologue, je dis pas le contraire, ce sont des personnes qui ont des connaissances, qui ont fait de longues études, mais ce ne sont pas des médecins. Donc, est-ce que c'est la personne la plus calée pour parler du sujet ? Je ne sais pas, en tout cas c'est un choix qui a été remis en question par la défense puisqu'ils estiment que cet homme n'a pas fait son travail correctement, il n'a jamais rencontré Benjamin, il a vraiment basé son témoignage sur des connaissances qu'il a eues en lisant des livres ci et là, et c'est un homme en plus qui est très souvent appelé lors de procès pour témoigner, donc la défense l'a carrément accusé d'être un passionné de procès et de volontairement donner une version qui va satisfaire l'accusation afin de pouvoir être rappelé dans le futur. Sa démarche, selon eux, n'est donc pas du tout scientifique et professionnelle. Mais bon, ce que cet homme dit, c'est qu'une personne qui est somnambule n'a aucun souvenir le lendemain de ce qu'il s'est passé lors de la crise. Or, Benjamin a des souvenirs. Donc, il dit que Benjamin ment forcément puisque c'est impossible qu'il se souvienne de quoi que ce soit. Or, il raconte aux policiers qu'il se souvient avoir poignardé sa sœur. Il se souvient de la sensation du moment où il poignardait sa sœur. Il dit également qu'un somnambule n'est violent que par réflexe, c'est-à-dire que pour qu'un somnambule soit violent, il faut qu'une personne en face l'ait frappé, poussé ou touché, enfin quelque chose qui va finalement entraîner ce réflexe violent. Or là, Megan était endormie. Donc le neurologue qui a été appelé par la défense s'est exprimé, il a répondu à ça, il n'est pas du tout d'accord avec ce psychologue. Il répond qu'un somnambule peut avoir des bribes de souvenirs. Non, il ne va pas se souvenir de tout ce qui s'est passé, mais il peut avoir quelques bribes de souvenirs. Et c'est ce qu'il s'est passé selon lui avec Benjamin, puisqu'il se souvient certes d'avoir poignardé sa sœur, mais une seule fois. Donc ça prouve qu'il a des petites bribes de souvenirs, il ne se souvient pas exactement de ce qu'il s'est passé. Et concernant la violence, alors oui, certes, il faut qu'il y ait quelque chose, mais finalement, Megan, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est décédée, elle n'a pas pu donner sa version des faits. Est-ce qu'elle n'a pas touché son frère quand elle l'a vu arriver dans sa chambre ou repoussé en voyant qu'il avait un couteau à la main ? On ne sait pas. Toujours est-il que l'accusation trouve étrange que les proches de Benjamin ne se souviennent que de 2 crises au cours de sa vie, des crises totalement inoffensives, une fois où ils l'ont retrouvé en train d'errer dans le couloir de la maison, et une autre fois où ils l'ont retrouvé en train de manger un donut. Et 5 ans après sa dernière crise, il poignarde sa sœur. Pour eux, c'est bizarre. C'est un peu compliqué de présenter cette défense au tribunal puisque quasiment tout le monde a sa propre expérience avec le somnambulisme. On connaît tous au moins une personne qui est somnambule. On a déjà rencontré des personnes somnambules. Peut-être même que certains d'entre vous sont somnambules. Donc on a tous une idée finalement préconçue de ce qu'est le somnambulisme en se basant sur notre propre expérience. Et on va avoir tendance à juger par rapport à ça. Moi-même, quand j'ai entendu parler de cette affaire pour la première fois, je me suis dit mais c'est n'importe quoi, c'est forcément une défense complètement folle, ça va jamais passer. C'est impossible de tuer des gens en étant somnambule. Et finalement, j'ai découvert lors de mes recherches que oui, c'est possible. Le neurologue le dit, c'est déjà arrivé. C'est possible. Chaque crise est différente, chaque personne est différente, donc c'est totalement possible d'avoir au cours de sa vie toujours fait des crises plutôt légères et tout à coup de faire un truc complètement dingue en dormant. Alors oui, d'accord, on a compris, c'est possible, mais est-ce le cas de Benjamin ? Est-ce que lui était réellement somnambule au moment des faits ou pas ? C'est ça qui nous intéresse. L'accusation est sûre et certaine que non. Benjamin était éveillé au moment où il a tué sa sœur et ils ont des éléments pour appuyer leur version des faits. Je vais tout vous expliquer. Ce qu'ils présentent comme la plus grosse preuve de ce procès, c'est l'analyse du téléphone de Benjamin. Je vais vous redire ce qui s'est passé quand il a débranché son téléphone, etc. Mais en interprétant ces informations
selon la version de l'accusation, puisqu'ils ont dans leur tête un déroulé des faits très précis. Benjamin, je vous le rappelle, a cours le lendemain matin. Il a mis un réveil à 5h30, il doit se lever très tôt. Or, à 4h02, cette alarme est désactivée. C'est donc la preuve, selon l'accusation, je vous rappelle, c'est la version de l'accusation là que je donne, c'est donc la preuve que Benjamin ne comptait pas dormir. S'il comptait dormir, il aurait laissé l'alarme, puisque de toute façon, il fallait qu'il aille en cours, donc il avait besoin de cette alarme. Il l'a désactivée parce qu'il a vu qu'il était tard, qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à dormir et qu'il s'est dit qu'il valait mieux faire une nuit blanche. À 4h08, il prend son téléphone et il fait 18 pas avec. Ils ont calculé la distance entre la chambre de Benjamin et la chambre de Megan et ça fait exactement 18 pas. Donc, ça prouve, selon eux, que Benjamin a tué sa sœur à 4h08, 4h09, 10, juste après avoir pris son téléphone, et non pas juste avant d'appeler le 911 à 4h41, comme Benjamin le prétend. Pourquoi il pense ça ? Eh bien tout simplement puisqu'à l'arrivée des secours, Megan avait l'air d'être déjà morte depuis un moment. Elle était d'une pâleur extrême. Ils ont montré la photo de Megan au tribunal. Bien sûr, je ne l'ai pas vue. C'est pas des choses qui sont montrées au public. Mais en tout cas, tout le monde dans la salle avait l'air d'accord pour dire qu'effectivement, la couleur de peau de Megan était extrêmement pâle. Ce n'était pas du tout une couleur naturelle. Et le sang avait commencé à coaguler. Là encore, ça ne se fait pas en quelques secondes. Donc selon eux, tout ça prouve que Benjamin a tardé à appeler les secours. À 4h41, Benjamin appelle le 911, il supplie l'opérateur de sauver sa sœur. Il a l'air paniqué, pas bien. Alors pour la défense, c'est une preuve justement que Benjamin est innocent, puisque quel coupable supplierait les secours de sauver sa sœur, quel coupable ferait un massage cardiaque à sa victime, mais selon l'accusation, c'est le contraire. Ça prouve qu'il est coupable. Pourquoi ? Eh bien tout simplement puisque Benjamin est malin. Il savait de toute façon que le corps de sa sœur allait être retrouvé, qu'on allait savoir que c'est lui, donc autant faire passer ça pour un accident et appeler les secours plutôt que d'aller se recoucher et qu'on sache tout de suite qu'il était coupable. D'ailleurs, le fait qu'il ait chuchoté au téléphone avec l'opérateur prouve qu'il ne voulait pas réveiller ses parents parce qu'il ne voulait pas que Megan soit sauvée. Or, si ses parents venaient, ils auraient peut-être réussi à ressusciter Megan. Mais ça, encore une fois, ça fait débat puisque Benjamin, lui, a expliqué qu'il ne chuchotait pas du tout. Il a une voix un peu bizarre lors de l'appel parce qu'il est en panique, mais même quand il est stressé, il n'est pas du tout du genre à hausser la voix, à crier, à montrer ses émotions de manière extrêmement forte. Donc voilà, ça explique pourquoi sa voix est calme, mais il assure qu'il ne chuchotait pas. Une autre chose qui est beaucoup mise en avant par l'accusation et dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la présence sur la scène de crime d'un oreiller ensanglanté. Benjamin explique que dès qu'il a compris ce qu'il se passait, il a attrapé un oreiller et il a tenté de bloquer le sang, en fait, d'essayer finalement de boucher la plaie avec cet oreiller pour sauver Megan. Je précise, tant qu'on parle de ça, qu'il ne faut jamais faire ça, il ne faut jamais utiliser un objet qui va pouvoir s'imbiber de sang comme un torchon ou un oreiller, préférez plutôt quelque chose d'étanche, comme par exemple un paquet de mouchoirs de ce type, on en a tous chez nous et c'est beaucoup plus efficace. Mais bref, revenons-en à l'affaire. Le problème que soulève l'accusation à propos de cet oreiller, c'est que c'est le seul endroit où du sang a été retrouvé. Enfin, il y en a aussi sous Megan, mais ils expliquent qu'avec les blessures qu'elle a eues, c'est normalement des blessures qui sont tellement sanglantes que ça éclabousse partout. Au moment surtout où la lame est retirée du cou, il aurait dû y avoir des éclaboussures. Or, il n'y a rien sur les murs de la chambre. Donc, ce qu'ils disent, c'est que cet oreiller n'a pas servi à essayer de sauver Megan en le mettant sur la plaie, mais à la faire taire. Ils pensent que Benjamin a mis l'oreiller sur le visage de sa sœur pour l'empêcher de crier et qu'une fois l'oreiller en place, il s'est mis à la poignarder, ce qui explique que le sang soit allé uniquement sur l'oreiller et pas sur les murs.
Ça explique aussi pourquoi les parents des jumeaux ne se sont pas réveillés avant l'appel au 911, puisqu'ils n'ont pas entendu les hurlements de leur fille. Au sujet de cet oreiller, Benjamin, lui, est resté plutôt flou. Il dit ne pas se souvenir exactement de ce qu'il s'est passé, ce qui est compréhensible s'il était effectivement somnambule. Il n'a pas de très bons souvenirs de ce qui s'est passé, voire il ne se rappelle quasiment de rien. Donc il ne sait plus s'il a mis l'oreiller directement après avoir poignardé sa sœur, ou s'il a d'abord allumé la lumière pour comprendre ce qui se passait et qu'ensuite il a mis l'oreiller. Donc ça, c'est la version de Benjamin. Selon l'accusation, ça montre encore qu'il ment puisqu'il change de version, qu'il ne dit pas toujours la même chose. Quelques arguments supplémentaires de la défense en vrac, des arguments qui sont un peu moins importants mais que j'ai quand même envie de vous donner pour que vous ayez tous les éléments. Alors ils disent que Benjamin n'est pas un menteur. S'il a de mauvais souvenirs de ce qui s'est passé, c'est tout simplement parce qu'il était endormi au moment des faits. Donc forcément, même quand il s'est réveillé et qu'il a réalisé ce qui se passait, ça reste un petit peu flou puisqu'il était encore à moitié endormi. Et puis de toute façon, s'il était réellement un menteur et qu'il n'était pas somnambule, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus évident qu'il dise à la police qu'il ne se souvenait de rien, plutôt que d'essayer de donner des réponses en disant « oui, je crois que j'ai fait ci, ça ». Au contraire, le fait qu'il essaye de collaborer avec les policiers et de leur expliquer malgré tout ce qui s'est passé prouve sa bonne foi. Dans tous les cas, le doute doit profiter à l'accusé. Or, dans cette affaire, le doute est permis. Donc, il demande l'acquittement de Benjamin, l'acquittement pur et dur. Benjamin doit être remis en liberté. Je précise à nouveau que, selon eux, l'accusation n'a pas été professionnelle du tout. Ils n'ont pas vérifié les choses, ils n'ont pas tenté de prouver ce qu'ils avançaient. Ils balancent des infos qui matchent avec leur version des faits, sans aucune démarche professionnelle ou scientifique. Ils parlent par exemple des 18 pas. Vous savez, les 18 pas qui, selon l'accusation, est la distance exacte entre la chambre de Benjamin et celle de Megan. Alors peut-être, mais ils n'ont pas du tout vérifié si ça pouvait être également la distance entre la chambre de Benjamin et d'autres éléments de la maison. Par exemple, les toilettes. Il a très bien pu faire un petit pipi avant d'aller se coucher comme beaucoup de gens le font. Mais ça n'a pas été vérifié par l'accusation. Et puisqu'on parle de l'accusation, je vais faire la même chose avec eux. Je vous donne des éléments en vrac qu'ils ont donnés, qui sont moins importants que ce que j'ai déjà détaillé, mais encore une fois, je veux que vous ayez tous les éléments. Pour l'histoire des souvenirs de Benjamin, ils estiment qu'il était éveillé au moment des faits. Et encore une chose qui le prouve selon eux, c'est le fait qu'il ait dit « la dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir poignardé quelque chose ». Bref, eux, ils disent que le fait qu'il ait utilisé « la dernière chose dont je me souviens » et pas « la seule chose dont je me souviens » prouve qu'il a d'autres souvenirs et qu'il était donc éveillé au moment du crime. Et de toute façon, ils trouvent ça super étrange de rêver qu'on poignarde sa sœur. Donc pour eux, ça n'a aucun sens. Le gros argument de la défense, vous l'aurez compris, c'est leur expert, qui est un type hyper calé, qui sait de quoi il parle, et qui est persuadé à 100% que Benjamin est innocent, mais l'accusation a une réponse à faire à ça. Ils expliquent que déjà, les conditions en laboratoire ne sont pas les mêmes que les conditions réelles, et en plus, Benjamin a très bien pu fausser les résultats. En effet, les rendez-vous avec le neurologue étaient prévus, donc il a très bien pu, la veille, par exemple, faire une nuit blanche, afin que son sommeil soit perturbé au moment des tests, et qu'ils dorment de manière plus profonde, par exemple. J'en ai fini avec les arguments des uns et des autres, mais je vais quand même vous préciser un truc qui m'a choquée lors de ce procès. Je vous ai dit au début de ce chapitre que les avocats de l'accusation étaient agressifs. Vous vous demandez peut-être en quoi. Eh bien, écoutez, ils sont allés jusqu'à faire pleurer, faire du mal volontairement aux parents de Benjamin et Megan. Je vais vous expliquer ça. Donc déjà, on commence avec Michael. Ils se sont acharnés sur Michael, donc le papa. Puisqu'en plus des accusations dont je vous ai déjà parlé, comme quoi Michael et Katie seraient des gros menteurs qui veulent absolument protéger leur fils et qui sont prêts à tout et à n'importe quoi pour que leur fils n'aille pas en prison, ils accusent également Michael d'être un giga-menteur. En effet, lors de son interrogatoire, quand les policiers ont demandé à Benjamin ce qu'il avait fait de sa journée, il a répondu qu'il avait fait une longue sieste et que c'est pour ça qu'il a eu du mal à trouver le sommeil le soir. Or, Michael a dit qu'il avait passé la journée à jouer aux jeux vidéo avec son fils sans mentionner cette longue sieste. Selon eux, c'est une preuve que c'est un gros menteur et qu'il ne faut rien écouter de ce qui sort de sa bouche. Mais le pire, vous n'êtes pas prêts. C'est qu'au moment où Michael est arrivé à la barre pour donner son témoignage, l'avocate de l'accusation a fait glisser sur la table devant lui une photo à l'envers.
Elle a demandé à Michael de la retourner et de lui dire si, sur cette photo, il reconnaissait bien sa fille. Mais au lieu de lui donner une photo de Meghan de son vivant, elle lui a donné une photo de son autopsie. Michael, c'est quelqu'un de très émotif. C'est quelqu'un qui, des années après les faits, n'arrive toujours pas vraiment à parler de ce qui est arrivé à sa fille. Il pleure, il est tellement mal, tellement en souffrance, qu'on ressent sa peine à travers l'écran quand il parle de sa fille. Il aimait sa fille profondément. Donc, peu importe qu'on pense Benjamin coupable ou innocent, je trouve que ça ne donne pas le droit de faire du mal à ses parents, puisque en soi, on n'a absolument aucune preuve que ses parents sont impliqués ou quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui ont perdu leur fille dans des circonstances abominables. Et je sais pas si vous savez à quoi ressemble une autopsie, mais je pense que vraiment, il n'y a aucun parent sur Terre qui a envie de voir son enfant autopsié. C'est vraiment inhumain de faire ça, ça m'a choquée. Et ça a également choqué, bien évidemment, Michael et ses proches. Et ce n'est pas fini, puisque l'accusation a également fait un autre coup bas à la famille de Benjamin et Meghan. Aux États-Unis, je crois que c'est partout pareil d'ailleurs, les avocats ont un plaidoyer à la fin du procès. Donc juste avant que les jurés aillent délibérer, ils ont comme un mot de la fin. Ils peuvent parler pendant une durée assez longue, ils peuvent parler 20 minutes, 1 heure, bref, ça dépend des procès, des avocats, mais voilà. Et souvent, ils se servent de ce plaidoyer pour récapituler les preuves importantes, redonner les points importants pour que les jurés partent avec ça en tête. Et ils essayent bien évidemment aussi d'impressionner les jurés, d'utiliser des mots forts, etc. pour les convaincre, pour les rallier à leur cause. Et l'accusation a toujours le mot de la fin. Donc d'abord, la défense présente ses arguments, puis l'accusation. C'est-à-dire qu'une fois que l'accusation est passée, il n'y a plus personne derrière pour pouvoir dire non, c'est pas vrai, ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Et les derniers mots qui ont été prononcés par cette avocate, toujours la même, ils étaient 2, mais c'est vraiment la femme plus qui était agressive. Les derniers mots prononcés par cette femme ont été « Dans la salle, il y a beaucoup de monde présent pour Benjamin, mais pas une seule personne pour Meghan. » Évidemment, tout le monde dans la salle s'est mis à hurler, puisque dans la salle se trouvent tous les proches de Meghan et Benjamin. Donc ils étaient outrés qu'elle ait pu dire un truc pareil, puisque bien évidemment, oui, ils sont là pour Benjamin, mais aussi pour Meghan. Mais bon, le juge a rappelé tout le monde à l'ordre en leur disant de se taire, d'accepter que l'avocate puisse donner son avis. Et les jurés sont partis délibérer sur ces mots. Délibération difficile pour les jurés, puisque au départ, quand ils commencent à discuter ensemble, ils sont 7 contre 5. Donc je ne sais pas si c'est 7 qui le pensent innocent, 5 coupables ou l'inverse, mais en tout cas, ils ne sont pas du tout d'accord. Cependant, ils ont réussi à tomber d'accord, à force de discuter. Et ce qui les a le plus aidés dans leur décision, ça a été le visionnage de l'interrogatoire de Benjamin qu'ils ont regardé plusieurs fois. Ils rendent leur décision au juge. Ils déclarent Benjamin coupable de meurtre au 1er degré. Mais ils précisent au juge qu'ils aimeraient qu'il fasse preuve de clémence envers Benjamin. C'est très particulier, puisque ça peut laisser penser que finalement, ils ne sont pas eux-mêmes persuadés à 100% de sa culpabilité. Puisque si on pense réellement une personne coupable d'avoir poignardé sa sœur jumelle dans son sommeil de manière totalement gratuite, sans aucune maladie mentale et sans aucun mobile, on n'a pas envie que cette personne sorte de prison. Puisque c'est une personne qui est très dangereuse pour la société, qui est capable d'une violence extrême sans raison, à tout moment. Or, là, il demande au juge, s'il vous plaît, ne lui donnez pas une peine trop lourde. Bon, c'est spécial. Le juge lui-même, au moment d'annoncer la sanction qu'il a choisie pour Benjamin, dit qu'il a pris en compte le fait que Benjamin ait un casier judiciaire vierge, le fait qu'il soit décrit par tout le monde comme un chouette gamin, et le fait qu'il se soit très bien comporté lors du procès. Il a choisi sa sanction de manière, comme il le dit, à pouvoir se regarder dans la glace. Et il condamne donc Benjamin à 15 ans de prison. Mais Benjamin pourra demander sa libération déjà en 2032. Il sera alors âgé de 28 ans. Benjamin, qui clame toujours son innocence, compte faire appel de sa condamnation.
On a bien sûr une grosse pensée pour la petite Megan, puisqu'à cause de la bizarrerie de cette affaire, toute l'attention, toute la lumière est sur Benjamin. Mais il ne faut pas oublier que la victime de cette affaire, c'est Megan et pas son frère. Alors oui, peut-être qu'il a été condamné à tort, on ne sait pas. Mais sa sœur est morte dans son sommeil, alors qu'elle n'était qu'une jeune adolescente, tuée de manière très violente, poignardée 2 fois au cou, avec un grand couteau militaire, par l'être humain dont elle était certainement la plus proche, son frère jumeau, Benjamin. Pour ce qui est de la culpabilité ou non de Benjamin, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas trop d'avis, donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Personnellement, je ne suis pas somnambule, donc je ne sais pas ce que ça fait, mais au cours de mes recherches, je suis tombée sur pas mal de témoignages, et ça a l'air quand même courant que des gens fassent des choses complètement folles, pas juste errer dans la maison, hein. Il y a des gens qui sortent de chez eux. Je pense notamment à la tante de Benjamin qui a témoigné lors du procès et qui a raconté qu'elle s'est réveillée en pleine nuit alors qu'elle était dans une forêt en train de chercher son chien. Ça doit être terrifiant. Il y a également déjà eu des affaires criminelles pour lesquelles les suspects ont été acquittés parce qu'il a été prouvé au moment du procès qu'ils étaient innocents et qu'ils étaient somnambules quand ils ont tué leurs victimes. Je pense notamment à l'affaire du Canadien Kenneth Parks, qui a parcouru 20 km au volant de sa voiture avant d'entrer chez ses beaux-parents. Il avait la clé de la maison et il a massacré sa belle-mère à coups de démonte-pneus. Et il a été donc acquitté au moment du procès puisque un panel d'experts se sont penchés sur son cas et ont réussi à déterminer qu'il était bel et bien somnambule au moment où il a tué sa belle-mère. En tout cas, de mon expérience, je sais que quand on passe une journée entière, ou en tout cas beaucoup d'heures, à jouer aux jeux vidéo, ça peut perturber le sommeil. De toute manière, les écrans en général perturbent le sommeil. Mais le problème des jeux vidéo, c'est que vous êtes dans une réalité parallèle et qu'il y a parfois des tâches répétitives. Donc ça peut faire un peu bugger le cerveau. Je sais pas comment expliquer, mais moi je sais que si je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'ai du mal à dormir. Après, je suis un peu comme énervée, j'ai des images du jeu dans la tête. Et je connais quelqu'un, un de mes proches, qui, quand il joue beaucoup aux jeux vidéo, fait des paralysies du sommeil assez violentes, où il se voit bloqué dans le jeu. C'est hyper réaliste, il a l'impression que c'est vraiment en train de lui arriver. Il se réveille complètement terrifié. Donc je pense que ça a pu jouer sur le sommeil de Benjamin, puisqu'il a joué à un jeu dans lequel on doit tuer des zombies. Donc un jeu très violent, vraisemblablement, auquel il a joué pendant des heures et des heures, avant de se coucher juste à côté de son couteau. Voilà, je pense que c'est possible. Maintenant, je ne saurais pas dire si c'est réellement ce qui s'est passé, puisque les éléments qui ont été soulevés par l'accusation sont quand même tout à fait pertinents. On a par exemple l'interrogatoire, au cours duquel Benjamin s'est comporté de manière très suspecte. On a également les éclaboussures de sang complètement inexistantes sur les murs de la chambre. Ce sont des remarques qui sont tout à fait pertinentes, tout à fait recevables, et par conséquent, je ne sais pas quoi penser. En tout cas, les proches de Benjamin, eux, sont persuadés à 100% de son innocence. Ses parents disent même que avant qu'il parte en prison, puisque je vous rappelle qu'il avait été libéré sous caution, il a vécu avec eux plusieurs années avant d'être condamné, Benjamin était terrifié à l'idée de recommencer. Il a demandé à ce que ses parents mettent une alarme sur la porte de sa chambre afin qu'il soit informé s'il sortait de sa chambre dans la nuit, et il avait même peur de sortir en public, de peur d'avoir un problème mental quelconque et qu'il se mette à agresser un inconnu dans la rue. Donc ça prouve quand même, selon eux, que Benjamin s'en veut énormément et qu'il a peur de recommencer. En tout cas, si Benjamin est réellement coupable de meurtre, qu'il n'était pas somnambule au moment des faits, c'est quelqu'un de très tordu et machiavélique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je lirai vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. Selon vous, Benjamin est-il coupable ou innocent ? Sur ce, c'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à liker et à booster la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. Je vous rappelle également qu'avec le lien que vous trouverez en description et en commentaire épinglé, vous aurez droit à une réduction sur les produits Oli, des boissons délicieuses qui sont une alternative plus saine aux boissons sucrées et notamment au soda. Vous avez avec mon code JESCRIM5 €, de réduction sur votre première commande. Et puis pour les clients qui ont déjà commandé sur le site de Oli, vous avez 10% de réduction avec mon code JESCRIM. Si jamais c'est la collection Halloween qui vous fait de l'œil, eh bien dépêchez-vous puisque certains de ces produits sont en édition limitée.